La cabane avait été construite dans une forêt que les cartes semblaient avoir oubliée. Elle reposait sur une faille. Marcel trouvait cela rassurant. Les maisons ordinaires reposent sur des certitudes, et les certitudes vieillissent mal. Une faille, au moins, ne ment pas sur ses intentions. Il avait plu toute la nuit. Les branches frottaient contre les vitres avec cette obstination des choses mortes qui cherchent encore à entrer. Yoshin était assise près du poêle, les jambes repliées sous elle. Elle lisait un petit livre dont la couverture promettait un homme plus beau que nature. Regard sombre, dignité d'émir, visage soigneusement débarrassé de tout ce que la réalité avait pu lui ajouter de vodka, de fatigue ou de monosourcil. Marcel posa 2 tasses sur la table. « Qu'est-ce que tu lis ?» Yoshin referma le livre trop vite. Rien. Rien est rarement imprimé et vendu sur Amazon. Elle lui montra la couverture, le livre de Muriel. Marcel s'assit en face d'elle. Pendant quelques secondes, ils écoutèrent le bois craquer sous leurs pieds. La faille travaillait peut-être, ou bien c'était la maison, ou bien quelque chose entre eux qui cherchait encore sa forme. « Elle ne veut plus qu'on en parle, » dit Yoshin. Elle a dit dans un live qu'il valait parfois mieux laisser certaines images dans le passé. Marcel regarda le livre. « Alors pourquoi les avoir imprimés ?» Yoshin haussa les épaules. « Peut-être pour pouvoir enfin les fermer. » C'était une bonne réponse. Marcel ne lui dit pas. Il lui poussa simplement sa tasse. Ce livre n'est pas vraiment le portrait d'Artiste Ali. Ali y occupe beaucoup de place, bien sûr. Il boit, il parle, il disparaît, il revient, il donne des ordres, il propose des expériences et transforme chaque pulsion en message du Très-Haut. Mais plus on avance, plus on comprend qu'il n'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est cette femme qui tente de comprendre pourquoi elle reste. À cette époque, Muriel préside Mystical Films, une association ouverte aux rencontres et aux collaborations. Elle accepte les discussions, les projets, les êtres cabossés et les artistes dont personne ne sait très bien s'ils ont une œuvre ou seulement une chaîne YouTube. Contrairement à ce qu'Ali racontera ensuite d'après le livre, ce serait bien lui qui serait venu vers elle, sur le réseau des boomers. Facebook, il n'entre pas avec des fleurs. Il entre avec une phrase « Réponds à une question ». Marcel prit le livre des mains de Yoshin. C'est déjà tout un programme. Pourquoi ? Parce qu'il ne lui demande pas si elle souhaite parler. Il lui attribue immédiatement un devoir de réponse. La première phrase contient déjà le petit mobilier de la relation. Une porte, un seuil, et derrière le seuil, une chaise sur laquelle Muriel est invitée à s'asseoir pendant qu'Ali décide de l'interrogatoire. Puis il se présente. Artiste peintre, poète, créateur, homme de vision. Il montre ses tableaux, parle de ses lives et l'invite à venir se faire connaître auprès de son public. Il prend beaucoup de temps à expliquer qu'il est important. Muriel découvre alors que le public en question tient avec une certaine aisance autour d'une table de camping. Ali a peu de spectateurs, mais ils sont tous spéciaux. Ses lives ressemblent à une veillée mystique organisée dans l'arrière-salle d'un débit de boisson. Il parle d'art, de Dieu, de politique, de sexe, parfois des 4 dans la même phrase, avec cette assurance particulière des hommes qui ont trouvé une explication totale au monde entre le 2e et le 4e verre. Mais Muriel l'écoute. Chez elle, tout se défait. Son compagnon vit enfermé dans son monde. Il ne la voit plus, ou la voit trop dans la place qu'il a choisie pour elle. Elle se sent invisible. Ali, même flou, même virtuel, la regarde, et parfois un regard venu d'ailleurs suffit à ranimer une flamme qui disparaissait. Il insiste pour qu'elle participe à ses lives. Elle refuse, puis accepte. Elle résiste, puis revient. Lorsqu'elle s'éloigne, il réapparaît. Lorsqu'elle se rapproche, il se retire. Un jour, après une nouvelle dispute conjugale, Muriel quitte le domicile. Ali lui demande si elle va bien. Il manifeste d'abord une sollicitude presque tendre, une forme de love bombing. Muriel se sent soutenue car ce moment est difficile pour elle. Puis il lui demande comment elle va faire pour le sexe. Marcel leva les yeux du livre. La sollicitude aura tenu 3 lignes. Yoshin sourit. C'est déjà beaucoup pour Artiste Ali. Ali promet ensuite à Muriel une photographie intime de son sexe, destinée, selon lui, à guérir les chakras de Muriel. Il faut s'arrêter sur cette invention remarquable, la médecine énergétique par envoi de pièces jointes. Chez d'autres, cela se nomme une photographie non sollicitée.
Chez Ali, c'est une ordonnance. Le corps devient talisman, le désir devient thérapie et l'exhibitionnisme obtient une certification spirituelle. Muriel attend, curieuse devant cet exhibitionniste. Ali disparaît. C'est l'un de ses grands talents, le chaud et froid. Il crée le manque en retirant soudain la personne qui l'a provoqué. L'absence devient une pièce essentielle de son décor. Il ne répond plus, laisse Muriel s'inquiéter, puis choisit le moment de son retour. Et lorsqu'il revient, il envoie enfin le fameux mandrin thérapeutique, accompagné de cette indication « pour te guérir ». Dans le livre, Muriel reconnaît avoir été impressionnée. La verge d'artiste est conséquente. Mais ce qui l'ébranle davantage n'est probablement pas sa dimension. C'est sa mise en scène. L'attente, la disparition, le retour, la promesse de guérison, Ali a emballé son anatomie dans du papier métaphysique. Il ne lui propose pas seulement de regarder un homme nu, il lui propose d'assister à une révélation. « C'est pratique », murmura Marcel. « Quand on se prend pour un prophète, même un caleçon devient le rideau du temple. » Yoshin rit, puis posa les doigts sur le bord de la table, près de la main de Marcel. Elle ne le touchait pas encore. Il remarqua seulement que la distance avait diminué. Muriel, elle, apporte beaucoup à Ali. Elle lui fait notamment découvrir Suno. Il ne connaît pas encore l'outil. Elle lui montre comment transformer des textes en chansons. Ali s'en empare et bientôt, les musiques artificielles se mettent à tomber de ses lives comme des prospectus à la sortie d'un supermarché mystique. Aujourd'hui, il en produit sans cesse. Dans le récit de Muriel, pourtant, la découverte vient d'elle. Il aura tout pompé, marmonna Marcel. Ali commence alors à lui fabriquer un avenir. Elle deviendra son agente artistique au Liban. Elle vendra ses tableaux. Ils travailleront ensemble. Elle viendra à Beyrouth. Tout sera légal, grand, international. Il faudra simplement la relooker. Le rêve est offert avec retouche obligatoire. Muriel y croit un peu, peut-être davantage qu'elle ne veut se l'avouer. Elle ne se pense pas amoureuse, elle prend seulement la main que le rêve lui tend. Elle imagine une collaboration, une échappée, une nouvelle existence dans laquelle elle serait enfin utile, regardée, choisie. Le livre montre avec une franchise presque désarmante la manière dont on peut être lucide sur les détails et aveugle sur l'ensemble. Muriel voit la vodka, elle voit les contradictions, elle voit les silences, elle voit qu'Ali ne lit probablement pas les longs textes qu'elle lui envoie. Elle écrit pourtant. Elle analyse, explique, se justifie et recommence. Ses courriels tombent dans le vide, mais elle les soigne comme s'ils devaient comparaître un jour devant un tribunal de l'âme. Quelque part, l'humiliation devient la preuve de son attachement. Plus Ali est indigne de cet effort, plus cet effort lui semble exceptionnel. Aimer un prince n'aurait rien prouvé. Aimer un ivrogne perdu devant sa webcam, en revanche, paraît constituer une performance spirituelle. Et puis il y a le mariage. Ali est marié. Dans le livre, cette alliance ne l'empêche nullement de créer autour de lui un petit système solaire féminin. Il porte son mariage comme on conserve un document administratif dans une poche. Il existe, il peut être produit si nécessaire, mais il ne doit surtout pas gêner la représentation. D'après le récit de Muriel, après une soirée violente, Ali lui aurait confié être lui-même battu par sa femme. Yoshin releva la tête. « Tu crois que c'était vrai ?» Marcel prit le temps de tourner une page. Je crois que c'est ce qu'il lui aurait dit. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Le livre ne permet pas de vérifier cette confession, mais elle joue un rôle précis dans leur relation. Elle offre à Muriel une nouvelle place. Ali n'est plus seulement le maître, le peintre, le guérisseur des chakras par transmission de mandrin. Il devient aussi l'homme blessé que Muriel pourrait comprendre, protéger ou sauver. Même sa fragilité entre dans le spectacle. Si cette violence a réellement existé, elle est tragique. Mais dans le récit qu'il en fait à Muriel, elle devient aussi un crochet supplémentaire. Il ouvre une blessure, la lui montre, puis referme la porte en la laissant seule avec la responsabilité de l'avoir vue. Et pendant ce temps, Ali aime mettre les femmes en compétition, surtout en direct. Il en place plusieurs autour de lui, chacune croyant occuper une place différente. À l'une, il offre une chanson, à une autre, un secret, à une troisième, une humiliation publique. La faveur circule, le silence aussi, les compliments montent, les attentions chutent.
C'est une petite bourse aux muses, avec cotation en temps réel sous l'influence de la vodka. Une femme apparaît dans un live, une adepte. Elle parle des vibrations d'Ali, de la puissance qui émane de lui, de cette fameuse artiste Ali Experience. Elle lâche même les mots Yetzer Hara, donnant soudain à ce studio mal éclairé les proportions d'un combat biblique. Muriel observe. Elle compare. Elle se demande ce que l'autre a compris qu'elle ne comprend pas encore. C'est là l'habileté dérisoire d'Ali. Séduire chaque femme par l'existence supposée des autres. Il crée de la rareté autour d'un produit pourtant disponible presque tous les soirs en direct, devant peu de spectateurs et beaucoup de vodka. Peut-être rejoue-t-il ailleurs le pouvoir qu'il prétend avoir perdu chez lui. Peut-être son royaume commence-t-il précisément là où la porte du foyer se referme. Mais son trône reste une chaise de bureau, son sceptre, une bouteille, et son empire, une liste de femmes qui attendent chacune que le voyant vert s'allume près de son nom. Aucune ne peut gagner, parce qu'Ali a besoin que le concours continue. Donner une véritable place à l'une ferait disparaître le pouvoir qu'il exerce sur toutes les autres. Son grand luxe n'est donc ni l'art, ni la poésie, ni la révélation divine. C'est le choix. Pour tout le reste, il semble assez embarrassé. Même lorsqu'une femme se montre nue devant lui. Muriel finit par franchir ce seuil. Elle pense que se dévoiler peut constituer un acte de foi, une preuve de courage, peut-être la réponse attendue à cette longue succession de tests. Mais ce soir-là, Ali n'a pas bu. Et sans alcool, écrit-elle en substance, il paraît moins connecté à ses forces spirituelles. Son ardeur s'éteint. La scène est cruelle parce que Muriel s'y expose entièrement au moment précis où Ali se retire. Elle croyait offrir son corps à un regard. Elle l'offre à une absence. Elle pensait faire un acte de foi. C'était une offrande au vide. Le bois craqua sous la table. Cette fois, Yoshin posa réellement sa main sur celle de Marcel. Très légèrement, comme si elle voulait seulement vérifier qu'il existait. Il retourna sa paume et referma ses doigts sur les siens. Dans le livre, Ali ne cesse pourtant pas ses expériences. Il veut voir, il veut tester. Il propose à Muriel de se filmer en train de jouir, toujours pour la guérir davantage. À mesure que son vocabulaire descend, ses justifications montent. Plus la demande est sordide, plus il faut lui construire un plafond spirituel. Puis vient l'épreuve de la défécation. Ali ne l'évoque pas une fois, par égarement ou maladresse. Il insiste. Il demande à Muriel si elle serait prête à déféquer devant lui, voire à en manger une partie pour lui. Il prétend vouloir savoir, chercher le déclic, éprouver l'obéissance. Il enveloppe la chose dans la catharsis, le courage et la transformation. Marcel referma un instant le livre. Il y a des hommes qui cherchent Dieu dans le silence du désert. Et lui a pris la sortie des Gogues. Ce passage désacralise définitivement le personnage. Le grand initiateur, le maître des vibrations et le poète du Très-Haut révèle que son mystérieux chemin spirituel conduit avec une régularité remarquable vers de la merde. Muriel refuse. Alors Ali lui explique plus tard que l'épreuve avait précisément pour but de lui apprendre à dire non. C'est une mécanique parfaite. S'il obtient l'obéissance, il gagne. Si elle refuse, il affirme que le refus était la leçon prévue. Même son échec devient la preuve de son génie. Muriel essaie parfois de plaisanter, de reprendre pied sur le seul terrain qu'Ali ne contrôle pas entièrement, l'ironie. Ali répond par une formule obscène et invente aussitôt la lithopouriture. C'est peut-être sa contribution la plus honnête à l'histoire littéraire. Un genre dans lequel l'auteur mélange la transcendance et la saleté jusqu'à ce que plus personne ne sache si le texte s'élève ou s'il fuit. Le livre comporte également cette étrange obsession des mains, des pieds, des ongles vernis. Ali veut savoir de quelle couleur sont les ongles de Muriel. Depuis ses premières conquêtes, raconte-t-elle, il aime le vernis rouge. Muriel finit par ne lui montrer que ses pieds. Il lui répond qu'elle a raté l'essentiel. La voilà donc jugée sur une épreuve dont elle ignorait l'existence, selon des règles qu'il inventait après le résultat. C'est tout Ali, un professeur qui écrit la correction avant la question et reproche ensuite à l'élève de ne pas avoir deviné. Muriel, pourtant, note tout. Les heures, les mots, les retours, les disparitions, les réactions. Elle conserve les traces comme si, quelque part, elle avait déjà compris qu'un jour la mémoire tenterait d'adoucir ce qui s'était passé. Écrire devient une manière de survivre.
Les messages qu'Ali ne lit pas deviennent les matériaux du livre qui, lui, sera lu sans lui. Il lui demande même d'écrire son histoire. Si un jour je ne suis plus là, partage-la avec qui de droit. Cette phrase la glace. Elle accepte pourtant. Elle croit encore recevoir une mission, alors qu'on lui confie surtout un poids. Ali se place au centre du récit futur, puis laisse à Muriel la tâche de porter sa légende. Mais c'est ici que le livre échappe à celui qui pensait le commander. Au commencement, elle croit écrire pour sauver l'âme d'Ali. En réalité, elle écrit déjà pour retrouver la sienne. Voilà pourquoi Artiste Ali finit par devenir un personnage secondaire de son propre livre. Bruyant, obscène, parfois piteux, il traverse les pages avec ses ordres, ses disparitions, ses grandes révélations et son débit de boisson métaphysique. Mais le mouvement profond appartient à Muriel. Elle examine sa fascination sans chercher à s'en rendre innocente. Elle reconnaît ses espoirs, sa curiosité, son désir, sa vulnérabilité. Elle ne prétend pas avoir été entièrement trompée. Elle raconte quelque chose de plus difficile. La manière dont elle a parfois collaboré à sa propre illusion, parce que cette illusion lui permettait momentanément de vivre. Muriel voulait transformer la douleur en œuvre. Elle y parvient, mais pas de la manière qu'Ali avait prévue. Ce n'est pas son génie à lui que le livre consacre. C'est la propre capacité de Muriel à traverser la honte, à regarder le mécanisme et à en sortir avec des phrases. Peut-être éprouve-t-elle encore de la tendresse pour l'image qu'elle avait fabriquée de lui. Le poète blessé, le peintre incompris, l'amant potentiel, l'être double, spirituel et trivial qui promettait Beyrouth, des tableaux vendus, un relooking et une proximité avec Dieu. Mais derrière cette image demeure un homme marié, buvant devant une poignée de spectateurs, organisant des rivalités entre des femmes auxquelles il distribue des chansons, des silences et des épreuves scatologiques. Ce contraste donne au livre sa force étrange, notre faculté de continuer à nourrir une image longtemps après que la personne réelle l'a désertée. Dehors, la pluie avait cessé. La forêt semblait retenir son souffle. Marcel regarda Yoshin. Dans la lumière du poêle, son visage ne demandait rien. Il n'y avait ni épreuve, ni devinette, ni silence calculé. Seulement cette main demeurait dans la sienne et cette façon paisible qu'elle avait de ne pas exiger qu'il transforme l'instant en révélation. Yoshin se rapprocha légèrement. Son épaule toucha celle de Marcel. Sous la cabane, la faille poursuivait son travail invisible. Peut-être les maisons ne tenaient-elles pas parce que le sol était solide. Peut-être tenaient-elles parce que deux êtres, sachant le sol fragile, décidaient de ne pas bouger trop vite. Marcel regarda le livre fermé. Muriel avait voulu laisser certaines images dans le passé. Elle avait pourtant accompli quelque chose de plus subtil. Elle ne les avait pas détruites. Elle les avait privées de leur pouvoir. Elle les avait déposées dans un livre, là où elles ne pouvaient plus surgir sans prévenir. Elle avait fait de l'humiliation un document, de l'emprise, une structure, du vide, une œuvre. Et de l'homme qui prétendait lui enseigner la lumière, une silhouette un peu ivre à la prostate taquineuse, cherchant la sortie des toilettes à 5h30 du matin. Yoshin referma le livre. « Tu sais que tu es son inverse. »« L'inverse de qui ?» répondit Marcel. « D'Artiste Ali. Lui attacherait une femme à une planche pour vérifier si elle l'aime assez pour survivre au diable. » Elle leva les yeux vers lui. « Toi, si j'étais attaché à cette planche, tu tuerais le diable. » Marcel réfléchit une seconde. « Oui, peut-être parce que tu m'aimes. Je pense que tu m'aimes. Mais peut-être aussi parce que l'entreprise te paraîtrait merveilleuse. Tu mourrais une seconde fois pour le seul plaisir du geste. » Elle resserra doucement ses doigts autour des siens. « Soumettre les êtres, tu t'en fous. Ce que tu aimes, c'est renverser leur malheur, prendre une chose atroce et lui donner une fin si belle qu'elle en devient désirable. » Un sourire passa sur le visage de Marcel. La seule idée de ce sacrifice inutile et sublime l'émoustillait déjà. Mourir encore ne l'effrayait guère. Yoshin l'ignorait, mais Marcel est issu d'une lignée particulière où l'on meurt pour le geste depuis 3 siècles, à 2 exceptions près. Mourir sous les yeux de Yoshin, après avoir agressé le diable, lui semblait une manière très agréable de se terminer, psychiquement en accord avec sa nature profonde. Yoshin le contemplait avec une tendresse grave. « Merci d'être venu me chercher dans cette salle d'arcade, Marcel. » Ils restèrent silencieux.
Leurs mains jointes avaient pris une chaleur singulière. Dans cette cabane perdue parmi les arbres, avec la nuit pressée contre les vitres et la terre fendue sous leurs pieds, ils ressemblaient à deux adolescents posés au bord d'un monde qui pouvait s'ouvrir et les engloutir avant le matin. Aucun ne dominait l'autre. Mais chacun était transporté par l'autre. Au fil des chroniques, ce lien devenait du métal en fusion, une soudure fine comme la soie, mais durcissant comme de l'acier. Dehors, sous les fondations, comme pour équilibrer le cosmos face à cet amour jaillissant, la faille remua doucement. Une secousse tectonique. La lampe trembla. Une ombre de branche traversa le visage de Yoshin, puis disparut. Marcel se rapprocha d'elle. Il sentait son souffle et dans ses doigts, le battement léger de son sang spectral. La forêt pouvait tomber. La cabane pouvait glisser tout entière dans la terre. Le diable pouvait venir réclamer sa planche. Ils avaient encore 1 minute. Marcel s'approcha et chuchota « Yoshin ». Yoshin répondit « Oui, embrasse-moi ».